Fait que là, ça a l'air que je parle trop, puis Erwan est stressé. OK? Fait que là, on a inversé la tendance. Ça va être ça pour le reste de la soirée. On s'adapte ici, autant en cuisine que dans le domaine du conte. On est là pour jazzer ça, comme on aime bien, si bien le dire. Alors, je vais vous présenter d'abord le plat pour savoir un peu qu'est-ce que vous allez manger. Puis je vais vous raconter après l'histoire. Puis c'est comme ça qu'on va enchaîner pour le reste de la soirée, si ça vous dérange pas. Puis ça vous dérange, ben tant pis vous autres. OK? Donc, ce que vous avez en face de vous, en fait, c'est un tartare à la moelle servi sur l'os. Donc, pour ceux et celles que j'ai vu essayer de couper l'os avec un couteau en pensant que c'était un crouton de pain, gassez pas trop dessus. C'est un tartare, justement, dans lequel on a intégré de la moelle à l'intérieur. Évidemment, tartare qui nous a été fourni par les boucheries Bordelot. Yes! Donc, à l'intérieur, on a également ajouté un de mes petits produits personnels qui est du Chili Crisp. C'est une huile piquante et croustillante que je fabrique à Québec, dans laquelle il y a justement des arachides, du sésame, des épices, beaucoup de piment pour venir également aider à relever tout ça. Ce qui vous a été servi également par-dessus, c'est un jaune d'œuf coulant, ainsi que des petits croûtons de pain qui ont été frits dans la moelle de bœuf. Donc, je vous souhaite bon appétit pendant qu'on va raconter la suite. Puis si vous êtes vraiment en game de vous lancer la tête jetée dans accord fond forme, moi j'aime bien. Je vous invite, si vous êtes game, à vous sacrer la face dedans puis à le manger comme ça. Si vous êtes game, je ne vous oblige pas. Vous avez des petites serviettes de table. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans l'histoire que je m'apprête à vous raconter, je vous invite à faire de la sorte. S'il y en a qui sont game, tant mieux. Sinon, c'est pas si pire que ça. On continue avec ça. Donc, je reprends où est-ce que j'en étais tout à l'heure, en fait. Alors que moi et mon petit cousin, on était perdus dans le bois chez Teddy, justement. On a appris un petit peu à faire sa connaissance. Après les 10 000 avertissements que nous avait faits sur les grottes dans lesquelles on pouvait développer potentiellement la rage de l'ours, il nous a fait un petit peu le tour de son lot. Évidemment, le vieux camp en bois rond, un peu tout croche, qui aurait rendu jaloux chaque hectare, comme on disait tout à l'heure. Teddy, en fait, il y avait 1001 passe-temps qui s'amusaient à vraiment éparpiller autour de son lot. C'est particulier. Imaginez un peu les cours à scrap là, que vous avez en arrière de chacun des rednecks de ce bas monde. Là. Vous avez en arrière un pick-up tout croche en train de se refaire démonter. Vous avez comme des 10 000 cordes de bois, des affaires qui sont en train de se faire réparer, des cordes à linge pleines de je ne sais pas trop quel genre d'affaires. Vous avez des cannes dans lesquelles ils s'amusaient à tirer au gun à plomb dessus. Et vraiment, le lot vraiment assez éclectique, typique, qu'on pourrait s'attendre à quelqu'un de sa stature. Mais il y avait un passe-temps en particulier qui nous avait intrigués, c'est que Teddy construisait des cabanes à oiseaux. Cabane à oiseaux, en fait, qui n'était pas vulgairement plantée sur un pieu, puis une petite cabane toute belle, toute cute que vous auriez pu faire là, avec vos parents, avec vos enfants, puis on décore ça. Non, c'était vraiment des affaires qui gossaient dans le bois, puis qui s'amusaient vraiment à installer, suspendues. Imaginez un peu là, une cage faite en bois, vraiment cage à oiseaux classique ronde, dans laquelle on va vraiment sculpter au travers une bûche, une belle cage à oiseaux, puis même la chaîne qui permettait de la suspendre à un arbre, c'est vraiment même une grande branche de bois qui avait découpé de manière à ce que les anneaux s'enchâssent les uns aux autres, ce qui faisait vraiment que c'était une super belle petite beauté à l'extérieur. Puis, en fait, nous, on a remarqué une cage à oiseaux dans laquelle, en fait, il y en avait un. C'était un petit oiseau qui avait hébergé, qui avait une aile cassée, assez particulier. Et ce qui nous avait vraiment fait nous poser des questions, la chaîne était bien longue. Nous, on était capable de le voir. On était haut de même dans le temps, moi, avec mon petit pad en arrière. J'étais quand même capable de voir l'intérieur de la cage. Puis, il y avait un oiseau, la petite aile cassée. Puis, en face, il y avait un morceau de viande. Vraiment, là, juste un beau cube de bœuf. Il commençait un petit peu à passer date, si vous voulez. Puis, l'oiseau, il était là, il le regardait. Puis, l'oiseau, il avait l'air d'avoir faim, mais il ne voulait rien savoir de manger du bœuf. Teddy, en fait, il s'est approché de nous autres alors qu'on faisait le tour du lot puis qu'on avait spoté ça. Puis, il nous a dit « Mais Jack, il y a une affaire à savoir à propos de la nature humaine dans la vie. » Puis, la nature humaine, qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'étudie en philo à longue, j'ai fini par comprendre c'est quoi les histoires de la nature humaine. Mais c'est des choses qui sont au fond de nous, puis dans lesquelles est-ce que la nature va surgir de cette manière-là, peu importe. C'est vraiment ancré au fond de nous, c'est une habitude dont on ne peut pas se défaire, si vous voulez, rapidement. Puis, il nous disait, une des grosses différences que nous autres, on a avec les oiseaux, c'est que nous, les humains, on est capable de faire des choix malgré notre régime alimentaire. Un oiseau, ça mange des graines, ça va manger des vers de terre, mais ça ne mangera pas un steak, puis ça mangera encore moins un petit oiseau mort à côté. Peu importe à quel point il a faim, il va toujours rester de marbre, à crever de faim, en ayant à sa portée une belle quantité de nourriture abondante. Contrairement aux humains, par contre, qui, eux, sont capables du contraire, c'est-à-dire de faire des entraves à leur régime alimentaire pour rester en vie. Fait que là, il s'installe. Il pogne sa bûche de bois, puis comme d'habitude,
couiner les genoux, main droite sur le cœur, main gauche dans les airs, le petit coup dans le pad pour se mettre au gré du vent. Et nous commençons ça de la même manière. Parole de mulet, l'histoire est vraie. Si jamais il advienne qu'on me prenne à dire de la merde, vous êtes bon, je vous aime. Fait que Teddy nous raconte en fait une histoire qui s'est passée en Abitibi, justement. Puis c'est là où est-ce qu'on commence à voir que mes histoires, en fait, ils partent de loin, mais ils s'en viennent de plus en plus proches de chez vous. Teddy, en fait, il me raconte l'histoire de 3 gars. 3 Jack, pour être exact. Parce que Teddy, il appelait tout le monde ses Jack. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme, tout le monde, pour lui, c'était des Jack. Puis ça, c'était une autre histoire d'une autre année. Si je reviens au festival l'année prochaine, je vous conterai peut-être pourquoi est-ce que Teddy appelle tout le monde ses Jack. C'est une autre affaire un peu macabre, mais on ne rentrera pas dans les détails. Il appelle tout le monde ses Jack. Bref, c'était l'histoire de 3 Jack. 3 frères, en fait. 3 frères orphelins. Leurs parents les avaient sacrés là. Ils étaient vraiment bons à rien. On va les appeler rapidement l'aîné, le cadet, puis le gars du milieu. OK? Teddy n'était pas bon avec les noms. Moi non plus, je ne suis pas très bon avec les noms. Essentiellement, j'ai une banque de faces, à peu près longue de même dans ma tête. J'ai une banque de noms longue de même dans ma tête, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Jamais. Okay? Puis lui, c'est un petit peu la même affaire. Fait que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il appelait tout le monde les Jack. Comme ça, il n'y a pas besoin de trop se rappeler puis il se casse la tête avec ça. Fait qu'il nous raconte l'histoire de l'aîné, du cadet puis du gars du milieu qui, eux, en fait, sont partis, puis c'est vraiment drôle, parce qu'on voit que ça... Teddy, il y a de la suite dans les idées, parce que je pense que je voulais nous faire passer un message. C'est encore une histoire qui se passe pas loin d'un cimetière d'ours. Je pense qu'il aimait ça bien gros. En fait, il nous parle d'un cimetière d'ours en Abitibi, dans lequel est-ce que les 3 frères se sont aventurés. Les 3 frères, en fait, c'était des cueilleurs en tout genre. C'était des trappeurs, des cueilleurs de chanterelles, des cueilleurs de champignons en tout genre, également des gens qui s'en allaient cueillir des petites baies sauvages. Par chez nous, on aime encore plus aller cueillir des bleuets, mais ça, c'est une autre histoire. Y en a-tu un peu des bleuets dans ce coin-ci? Oui? Oui? Bon, OK, excellent. Mais là, comme je ne ferai pas des compétitions, on s'entend, là, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, on aime bien nos bleuets, là. Fait qu'on ne rentrera pas dans les gardes de clocher sur les bleuets. Bref, je reviens à mon histoire. Donc, le cadet, l'aîné puis le gars du milieu s'aventurent justement dans un cimetière d'ours parce qu'eux autres, en fait, en bon redneck, parce que Teddy aime ça raconter des histoires de redneck, ils suivaient en fait un écureuil parce qu'ils voulaient le manger. Les écureuils, en fait, c'est toujours le fun. On aime ça tirer ça au slingshot. C'est facile après ça faire un bouillon avec ça, faire un bon ragoût. Puis l'hiver, juste au début de l'hiver, ils sont bien gras, fait que ça fait des choses vraiment copieuses. Fait qu'ils courent après un écureuil pour essayer de le pogner avec le slingshot. Puis en rentrant justement dans un cimetière d'ours, avec tout le cohue puis le coup de slingshot qui a manqué l'écureuil, il y a eu un éboulement de terrain, puis les 3 gars se sont ramassés pognés dans un cimetière d'ours. Et c'est un des rares cas, en fait, où est-ce que rester prisonnier d'un cimetière d'ours, ça n'a pas viré en cas de la rage de l'ours. Ou peut-être, en fait. Plus que j'y pense, plus que je me réfléchis à l'histoire que Teddy nous a racontée cette fois-là, plus je suis porté à croire que c'est peut-être pas lié. C'est peut-être pas non lié. Il y a peut-être un lien. Je te parle, sacré. On va prendre une gorgée de bière, attends un peu. Ah! C'est mieux. Et les 3 gars se ramassent pognés dans un cimetière d'ours. Au début, ils sont assez débrouillards. Les gars, comme je vous disais, ils ont orphelin depuis un bout. Personne ne les aime, personne ne les aide. Fait que les gars, ils vivent de ce qu'ils trouvent, puis sont bien corrects avec ça. Les gens vraiment heureux. Mais, en ayant essayé de fouiller pour trouver une sortie de la caverne, n'ont pas été capables de trouver une manière de sortir. Le tas de roches puis le tas de terre étaient tellement intenses qu'ils n'ont pas été capables de sortir de là. Pas trop grand. Écoute, on a un écureuil à se séparer. On va être capable de, je sais pas, moi, faire un repas avec ça. Fait que les 3 frères s'installent, ils se séparent un bon petit ragoût d'écureuil, puis ça reste tel que tel. Le lendemain matin, ils essaient de sortir de là. Harry revient bredouille, pas capable de sortir de la crise de la caverne. Donc, il s'en retourne. Après ça, essayer d'explorer d'autres galeries. Il tombe en fait sur le corps d'un ours mort qui était là depuis pas si longtemps que ça. Il y a un petit quelque chose. Hein. Ils commencent à dépecer l'ours. Il n'y avait pas trop d'asticots là-dessus. Les autres, ça ne les écœurait pas tant que ça. Fait qu'ils dépecent l'ours. Ils sont capables de toffer là, pas loin d'une semaine et demie, 2 semaines. Ils sont capables de récupérer sur la carcasse de l'ours. Mais toujours pas capables de sortir de la crise de caverne. Advient à un moment donné où est-ce que, manquant de ration, les 3 frères commencent à vraiment plus être capables. La faim les commence à les digérer de par en dedans. Puis, on se rappelle, il y a le cadet, l'aîné, puis le gars du milieu. Le cadet gringalait avec pas un peu de chair après l'os. Lui, il commence vraiment à trouver ça plus rough que les autres. Il finit par s'effondrer. Pas dire de sa belle mort, mais mort de faim. Les 2 frères le regardent, ils font un enterrement, et puis ils pleurent, on s'entend. Je ne vous raconterai pas toutes les larmes. Ça a l'air de toute façon qu'on a d'autres choses à manger par la suite. Mais les 2 gars se sont venus à se poser une question. La seule viande qui nous reste, elle est là. Puis on ne sait pas dans combien de temps est-ce que quelqu'un va venir nous chercher de là. On n'a pas de famille, on n'a pas d'amis. Qui sait qu'on est dans le bois et qu'il va nous trouver à cet endroit-là?
Première journée passe. Ils ne se sont pas décidés. La deuxième passe, ils ne se sont pas décidés. Puis là, quand ils commencent à sentir que ça grouille dans la tombe de fortune qu'ils ont faite, ils sont vraiment rendus à se poser la question, c'est le moment où je le mets, sinon on va crever de faim. Les deux gars ne sont pas capables de s'entendre. Le gars du milieu puis l'aîné, les deux se pognent. Finalement, l'aîné finit par se pousser un peu plus creux dans la caverne, puis le gars du milieu il finit par flancher. Puis il va commettre un des crimes les plus graves des lois humaines. Lui se laisse aller au cannibalisme là-dessus. Ça me fait penser un petit peu à une des histoires qu'on racontait hier, pour ceux qui étaient là. Donc, la petite fille qui avait complètement dépecé sa famille et qui mangeait les orteils. Ça me fait penser un peu à ça. C'est fou quand on y pense. Ces histoires-là sont un peu... On a des thématiques macabres un petit peu ici, j'aime ça. C'est bon, ça donne faim. Hein? Donc, il finit par flancher puis il se livre au terrible crime du cannibalisme. J'allais dire capitalisme. Il y a quelque chose de... message social qui passe à soir. Donc, elle se laisse aller au terrible crime du capitalisme. Du cannibalisme. Voilà, OK, c'est fait. Et donc, se laissant aller à ce terrible crime dont je ne prononcerai pas le nom, il vient à développer le goût de la chair puis à y replonger pour la semaine à venir. L'aîné, qui était le plus gras de la gang, finit par continuer à survivre sur les maigres réserves qui lui restent, mais le gars du milieu continue à manger le cadet. Et je ne sais pas si vous êtes familier, c'est peut-être juste une histoire de blanc, en fait, l'interprétation qu'on a par rapport à ça, mais il paraît que c'est comme ça, en fait, que naissent les Wendigo. Lorsque des gens se laissent aller au cannibalisme et qui finissent par... Puis je pense que la petite fille, elle ne devait pas être loin de se transformer en Wendigo là-dessus. Ils ont bien fait de la tirer, finalement. Je vous vends un petit peu la mèche, mais moi, j'ai vraiment accroché sur cette histoire-là hier. Ma blonde pourrait vous le dire, hier, j'étais comme « Oh my God, c'est ton ben cool! » Bref, OK. Je reviens à mon histoire. Il paraît en fait que c'est comme ça que les Wendigo naissent. Lorsqu'on se repaît justement de la chair humaine puis qu'on en développe le goût. À certains égards, à mon avis, c'est peut-être pas loin de lier de la fameuse histoire de la rage de l'ours. On développe justement les appétits voraces qui nous permettent d'éviscérer des gens sur la place publique et finalement peut-être même de s'en repaître. Donc, la morale de cette histoire-là, évidemment, si vous aviez complètement mangé ça goulûment, ça aurait été un petit peu le punch ce soir, hein, que vous alliez vous-même peut-être vous transformer en Wendigo par la suite, mais en espérant ne pas vous avoir coupé trop l'appétit avec ce conte farfelu que Teddy nous avait rencontré. Mais à partir de ce moment-là, on a intégré une chose, c'est que parfois, manger des panais, c'est peut-être pas si pire que ça, finalement. Donc, bon appétit, on se revoit pour le prochain.